Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la 26e conférence du Laboratoire français de gémologie. Elle a pour titre les enjeux de la détermination des gemmes, de l'origine géographique des gemmes surtout, et elle sera donnée par Vincent Pardieu. Donc c'est la 26e conférence du laboratoire, on a passé un cap, et on espère en faire encore beaucoup d'autres, bien entendu. Alors Vincent Pardieu, pour beaucoup, vous le connaissez. Je ne sais pas s'il faut que je le présente, je pense que vous le connaissez tous. Donc Vincent Pardieu, il est dans le milieu des gemmes depuis 25 ans maintenant. C'est un très bon ami qui a voyagé sur de nombreux, on va dire tous, mais quasiment tous. Pas l'Antarctique encore, mais quasiment tous les continents, tous les gisements de gemmes. Il va vous expliquer ce qu'il fait et l'intérêt aussi de son travail, l'intérêt pour les laboratoires, l'intérêt pour le métier et pour les laboratoires surtout. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de te laisser parler, Vincent. Donc la conférence est enregistrée. Elle est enregistrée en Zoom à distance et puis aussi une caméra dans le fond. Il y aura donc une séance de questions après ta présentation. Pour ceux qui sont en Zoom, en virtuel, via le chat, vous pourrez poser vos questions. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite un agréable moment, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis voilà, je laisse la parole maintenant à Vincent. Merci Aurélien et merci aussi à tout le monde, ceux qui sont présents ce soir et l'UDJEP pour nous avoir permis de venir ici dans cette salle. Ça fait vraiment plaisir de revoir pas mal de têtes connues et aussi de voir des têtes que je ne connais pas trop. Donc ça c'est toujours un plaisir. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, je ne mords pas les gens. Il y a plein d'histoires qui tournent sur moi, sur Paris, etc. J'en ai entendu pas mal des vertes et des pas mûres du côté de Poil. Mais je ne mords pas les gens, je ne fais pas des trucs bizarres. Donc, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de parler avec vous de la chose qui me passionne depuis 25 ans, c'est-à-dire les gènes et leurs origines, les enjeux de la détermination d'origine des gènes. Donc, ben voilà, donc depuis, oui, alors 20 ans maintenant, ça fait à peu près 25 ans, je parcours le monde afin de collecter des échantillons de référence pour la recherche géologique. C'est ce que j'appelle la géologie de terrain, parce que bon, quand vous collectez des pierres pour les vendre, j'appelle ça du négoce. Mais si vous faites, vous écrivez des articles et ensuite vous faites de la recherche, c'est ce que j'appelle la géologie de terrain, en anglais, field géologie. À une époque, il y a des gens qui disaient géologie de champ, ça fait bizarre, mais bon. Voilà. Donc, à ce jour, j'ai survécu à 151 expéditions pour différents laboratoires. Donc, l'AIGS, où j'ai commencé, à Bangkok, Dublin en Suisse, ensuite le GIA à Bangkok pendant 8 ans, Danat à Bahreïn, et ensuite l'ICGM Lab à Bangkok. Là, actuellement, c'est un petit peu les choses changent, parce que Ken Karat, donc, qui était mon patron au GIA, puis mon client à Danat et à l'ICGM Lab, a pris sa retraite. Et donc, on va voir un petit peu comment va se passer la suite. Alors, comme je vous disais, ben, vous savez que tout le monde a une approche un petit peu différente quand d'un coup, il y a une belle gemme qui apparaît quelque part, que ce soit dans une main, sur un bijou, au niveau d'une rivière. Mais moi, à chaque fois que je vois une pierre qui me plaît, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je me demande d'où vient la pierre. Voilà, donc c'est un virus. Une fois que vous l'avez, c'est un problème. Et ensuite, ben voilà, ça a toujours été un petit peu ma question. Et j'ai toujours eu envie d'aller voir l'endroit d'où venaient ces pierres, histoire d'en apprendre plus, parce qu'a priori, je suis peut-être trop curieux. Alors, comment ça marche? Ah, non. Ah, non. Alors, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Non. Je ne sais pas. Voilà. OK. Bon, c'est reparti. Alors, voilà. OK. Au niveau de la détermination de l'origine, il y a une chose qui a été, à mon avis, vraiment importante par rapport à l'essor de la détermination de l'origine au niveau des gemmes. C'est la demande depuis environ une vingtaine d'années, la demande pour les rapports d'origine qui a été très importante, notamment due à l'action des maisons de vente qui apprécient le côté romantique, notamment des origines traditionnelles. Donc, il y a une demande au niveau des laboratoires pour des rapports d'origine.
La deuxième chose qui a eu une influence importante au niveau de la détermination de l'origine, et alors là, ce n'est pas vraiment un côté particulièrement romantique, c'est un petit peu au niveau du client final, les gens qui sont comme, je dirais, ma famille, et moi, avant que je découvre les gemmes, etc., on est très influencé par ce qui se passe autour, notamment les médias et tout ça, les ONG. Et vous avez eu, par exemple, le rapport de Global Witness en 1998 sur les diamants, qui a eu un impact assez important parce que c'est à cause de ce rapport qui a été créé, par exemple, le Kimberley Process en conséquence, et puis le RJC. Donc, bon, ce qui fait que suite à ces choses, l'origine c'est intéressant, mais tout d'un coup, ce qui se passe à l'origine acquiert aussi une importance. Et donc, vous avez eu des actions, je dirais, plus politiques. En 2007, vous avez eu la révolution safran en Birmanie. Et suite à la révolution safran, vous avez eu les États-Unis et l'Union européenne qui ont décidé de mettre un boycott, par exemple, sur les rubis birmans. Et ça a eu un impact vraiment très important sur le négoce parce que, d'une part, il y a beaucoup de négociants qui achetaient en Birmanie. Tout d'un coup, ils se sont dit, ben, on ne va plus acheter en Birmanie. Et ils sont partis en Afrique. Donc, tout d'un coup, vous avez des gens avec de l'argent qui sont arrivés en Afrique et ça a créé un appel d'air pour les pierres africaines. Et ensuite, un intérêt pour les origines africaines. Et justement, il y a des gens qui voulaient savoir si leurs pierres venaient de Birmanie ou non pour voir si ça pouvait marcher avec les sanctions pour éviter d'avoir des problèmes. Et ensuite, il y a une chose que beaucoup de personnes peut-être sous-estiment, c'est le client, je dirais, lambda, la personne lambda qui va au supermarché. Il est totalement entouré par de l'origine. Vous avez de l'origine pour le café, vous avez de l'origine pour le sucre, pour le chocolat, pour les bananes. N'importe quel produit de qualité dans un supermarché, souvent, vous avez une origine. Et donc, quand vous avez un beau produit, comme par exemple une belle gemme, tout d'un coup, on vous dit l'origine, ben, ce n'est pas vraiment très important. Ben, les gens comme moi, par exemple, ils ne comprennent pas. Parce que si l'origine est importante pour un steak, pour du café, pour du chocolat, pour une bouteille de vin, pour un meuble, un tableau, et on me dit que l'origine pour un rubis n'est pas importante, il y a quand même quelque chose que je trouve un petit peu bizarre. Donc, tout ça fait que l'origine est quelque chose qui va motiver les gens pour des raisons très différentes. Donc, la détermination de l'origine au niveau des gènes, ça a en fait commencé, bon, il y a eu des précurseurs avant, mais ça a commencé réellement, la personne qui a popularisé ça, c'était Édouard Hublin dans les années 40, qui était un gémologue fortuné, qui a eu je dirais, le privilège de pouvoir voyager sur les différents gisements, notamment par exemple à Mogok, où il a fait un film dans les années 50, il a pu acheter des pierres, et en regardant ces pierres, il s'est aperçu que, eh bien, dans les pierres, par exemple, de Birmanie, comparées aux pierres de Thaïlande, les inclusions étaient différentes, et on pouvait donner une opinion sur l'origine. Et il s'est rendu compte que les gens étaient intéressés par ça, et c'est lui qui a commencé, je crois que le premier rapport avec une origine donné par Édouard Hublin a été donné dans les années 40. Il a vraiment popularisé ça, notamment à travers sa collection de références et à travers les photos qu'il prenait de ces pierres de référence. Et vous avez ces livres, les photos atlas des inclusions, qui étaient notamment, le premier volume était un de mes livres de chevet quand j'étais étudiant en gémologie en 2000. Et j'étais en Birmanie, j'avais 3 livres avec moi, le photo atlas d'Édouard Hublin, Ruby et Saphir de Richard Hughes, et puis un petit bouquin qui s'appelait Gem Identification Made Easy de Antoinette Matlitz. Et donc, c'est quelque chose, à travers les inclusions, les gens se sont aperçus qu'il y avait un autre aspect qui était intéressant au niveau de l'origine, c'est que les inclusions étaient belles. Et donc, ils ont commencé à apprécier les pierres par rapport à de différentes origines, mais voire parfois à les collectionner par rapport avec leurs inclusions. Bon, au début, c'était relativement facile. À l'époque de Dr. Hublin, quand vous regardiez notamment des rubis, des saphirs ou des émeraudes, parce qu'il n'y avait pas énormément d'origine. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de gisements, mais avec l'essor notamment, la fin de la guerre froide, l'essor l'arrivée des aéroports, des avions, et ensuite l'arrivée des véhicules peu chers, c'est-à-dire notamment des motos, puis l'arrivée d'Internet, du téléphone mobile. Maintenant, n'importe quel endroit, je dirais à la surface de la Terre, aussi éloigné que par exemple le Groenland,
si vous avez des rubis, vous allez probablement avoir quelqu'un qui va pouvoir amener ce rubis sur le marché. Donc, ça a créé une multiplication des gisements sont devenus des mines. Voilà. La différence entre un gisement, c'est que personne n'exploite, et une mine, ça veut dire qu'il y a une exploitation et il y a des pierres qui sont extraites et qui vont rejoindre le marché. Alors, pour les gens qui aiment bien les pierres dans leur variété, c'est génial. Pour les gens qui essaient de déterminer l'origine des pierres, ça devient un problème parce que vous ne pouvez a priori déterminer l'origine des pierres correctement que si vous avez une connaissance de tous les gisements. Et alors, au moment où on est en train de parler, je peux vous dire qu'il y a un rush à Madagascar et vous avez environ 3000 personnes qui sont en train de creuser dans un endroit tout à fait inconnu au nord de Andy-Lamen en train de chercher des saphirs. Personne n'a encore étudié ces saphirs, mais ces saphirs vont arriver un de ces jours dans le négoce et peut-être qu'Aurélien, sur son bureau, va avoir un saphir d'un nouveau gisement à Madagascar et on va devoir lui demander d'où vient cette pierre. Voilà. Donc, le nombre de gisements à étudier, à caractériser, a explosé. Donc, la problématique a changé. Pas simplement avec la multiplication, mais aussi avec les traitements. Par exemple, à l'époque où le docteur Gublin récupérait ses échantillons, il allait au Sri Lanka, il allait en Birmanie, dans les années 50, dans les années 60. À cette époque-là, personne ne se posait la question par rapport au traitement thermique. Donc, quand il récupérait des échantillons, il n'a jamais noté si la pierre était chauffée ou pas. Maintenant, quand on va sur le terrain, on veut savoir si la pierre a été chauffée ou pas. Donc, il y a beaucoup de pierres qui ont été récupérées, qui ont été, par exemple, mises dans des musées, etc. Il n'y a aucune information sur les traitements. La problématique sur les traitements au niveau des rubis et des saphirs, ça a commencé dans les années 80, et je crois que le dernier grand laboratoire à mettre une information sur les traitements, ça devait être dans les années 90. Donc, c'est quelque chose qui est encore relativement récent. Il y a 30 ans, il y avait peu de laboratoires qui mettaient ces informations. Voilà. Donc, le laboratoire de géologie, ils ont été créés au début du XXe siècle pour rétablir la confiance dans l'industrie vis-à-vis des pierres, des rubis synthétiques, par exemple, et des perles de futur. Donc, le rôle du laboratoire, c'est justement ce rôle de rétablir la confiance et de faire en sorte que les gens sachent ce qu'ils achètent et savent ce qu'ils vendent. Et donc, au niveau de la traçabilité ou alors de l'origine, le laboratoire peut aider en aidant une personne à savoir si sa pierre vient de tel ou tel endroit. Alors, en général, ça se fait parce que les gènes de différents gisements ont des caractéristiques différentes. Comme par exemple, ici, vous voyez des rubis. Vous avez à droite des rubis de type marbre, comme vous en avez en Afghanistan, en Birmanie, au Vietnam. Au centre, vous avez des rubis de type amphibole, comme vous en avez en Tanzanie, au Mozambique, au Groenland, mais aussi à Madagascar. Et à gauche, vous avez des rubis associés à des basaltes qui viennent en général de Thaïlande, mais aussi parfois un peu de Madagascar et du Kenya. Donc, grâce au fait qu'ils ont des origines différentes, ils sont liés à des roches différentes et à des minéraux différents, à l'intérieur de ces pierres, vous avez des inclusions qui sont différentes et qui sont vraiment très utiles pour les gémologues qui se posent des questions par rapport à l'origine des pierres, pour eh bien, en savoir un petit peu plus. Alors, le problème, c'est que parfois, si vous voulez savoir si votre rubis, vous avez une jolie inclusion de calcite à l'intérieur, si c'est un rubis qui vient de Birmanie, ou alors du Vietnam, ou alors d'Afghanistan, dans les trois, vous avez de la calcite. Donc, il va falloir chercher un petit peu autre chose. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie, notamment dans la bijouterie, qui ne sont pas vraiment super fans des inclusions au niveau des bijoux, et ils aiment bien les pierres quand elles sont propres. Donc, comment fait-on quand il n'y a pas d'inclusion dans la pierre pour déterminer l'origine? Comment fait-on quand, à l'intérieur de la pierre, il y a une inclusion qui n'est pas spécifique à un gisement connu? Par exemple, vous avez une inclusion de calcite. Les inclusions de calcite, vous en avez, comme j'ai dit, en Birmanie, au Vietnam, en Afghanistan, au Tadjikistan, à Madagascar, etc. Et dernière chose, comment est-ce que vous faites quand les pierres sont chauffées et que toutes les inclusions sont fondues pour déterminer l'origine? Donc, la géologie classique avec les inclusions et le microscope,
qui est vraiment très utile dans pas mal de cas, arrive à ses limites dans ces trois cas. Et donc, à ce moment-là, que faire au niveau du laboratoire? Bien, les laboratoires, il y a des instruments qui sont arrivés, qui sont très utiles, par exemple, pour détecter les traitements, et parfois, il y a aussi une certaine utilité pour détecter, pour la détermination d'origine. Donc, un des instruments qui est très utilitaire en laboratoire, c'est la spectroscopie. Et donc, en regardant certaines zones à l'intérieur du spectre, eh bien, les gémologues arrivent à repérer des caractéristiques qui sont plus ou moins communes dans certains gisements ou dans d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui aide, mais c'est pas vraiment super, je dirais, diagnostique. C'est quand même quelque chose qui est assez subjectif. Mais parfois, ça peut être d'une aide précieuse. Maintenant, il y a une autre technique qui est en train de se développer à grande vitesse et qui est de plus en plus puissante, c'est la chimie des éléments traces. Alors au début, ça a commencé avec la chimie des rayons X, la fluorescence des rayons X, EDXRF. Et maintenant, l'instrument qui est en train de faire la différence dans pas mal de cas, c'est ce qu'on appelle l'ablation laser ICP-MS. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cet instrument parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer le nom. Mais en fait, bon, c'est un laser qui va faire un petit trou dans la pierre, un tout petit trou, et ça va transformer un peu de matière en plasma, et on amène ça à un spectromètre de masse. L'avantage, c'est que c'est très, très précis. C'est très, très précis, et pas simplement pour les éléments lourds, mais pour aussi les éléments légers. Donc, on arrive à un niveau de précision au niveau des éléments traces qui permet d'avoir une sorte de, comment dirais-je, empreinte digitale, ouais, chimique, d'une origine. Alors, parfois, quand on récupère les datas au niveau de cet instrument, alors l'instrument coûte une fortune, hein, un ablation laser ICP-MS qui vous permet de travailler en laboratoire, ça coûte environ 400 000 €. Et ensuite, il vous faut quelqu'un avec une thèse quasiment pour travailler sur l'instrument. Et il faut la maintenance et tout ça. Mais à la fin, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez avoir une sorte de population, de zone de population avec plein de points. Et vous allez avoir telle origine qui va être plutôt par là, telle origine plutôt par là. Alors, ça aide dans certains cas, mais pas dans tous. Par exemple, pour les émeraudes, vous avez en moyenne 15 éléments traces. Donc, pour les émeraudes, c'est vraiment très pratique, l'ablation laser ICP-MS, parce que sur 15 éléments traces, il est très peu probable que les pierres de 2 ou 3 gisements différents aient les mêmes caractéristiques. Par contre, 15 éléments traces à regarder, ça prend du temps. Le saphir, c'est probablement la pierre la plus difficile. Il n'avait que 5 éléments traces. Alors, le diamant, vous en avez 3. Hein. Le diamant, on n'en parle même pas. Le saphir, 5 éléments traces. Le rubis, 5 éléments traces. Et le spinel, environ 10. Alors, pour vous montrer comment ça marche et comment on travaille avec ce genre d'instrument, c'est l'instrument avec lequel j'ai pas mal travaillé durant les 15 dernières années de ma carrière, je vais vous montrer un exemple que l'on m'a présenté un jour avec 25 pierres, des spinels. C'est des spinels pour la joaillerie, donc ils ont été taillés de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inclusion à l'intérieur. Quasiment aucune inclusion, 25 pierres, et la question c'est d'où ils viennent. Alors, quand on se retrouve avec un challenge comme ça, eh bien, déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir des éléments de référence. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir suffisamment de pierres, de tous les gisements connus. Alors, l'avantage pour les spinels, c'est que les spinels de ce genre de couleur qualité gemme, il n'y a que 4 endroits au monde qui produisent ce genre de pierres. Il y a la zone Birmanie, à Mogok, vous avez le Vietnam, la Tanzanie du côté de Mahenge, et vous avez la zone frontalière Tadjikistan, Afghanistan. Donc déjà, il faut avoir les pierres de référence. Et ensuite, il faut bosser un peu. Donc, quand vous avez les pierres de référence, vous avez votre référence comme ça. Alors, vous regardez, par exemple, gallium manganèse. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, bon, alors là, c'est pas très parlant. Donc, pour aider un petit peu, parfois, on essaie de faire des patates. Voilà. On met des patates et comme ça, on y voit mieux. Alors, vous voyez là qu'il y a une énorme patate, Namia, qui est un gisement vraiment très intéressant en Birmanie, qui a produit des pierres particulièrement belles. Et vous voyez, dans ma référence, il y avait des pierres de Namia un petit peu partout. Ça, c'est embêtant, parce qu'il y a un énorme overlap entre tout ça.
Et c'est la problématique qu'ont beaucoup de laboratoires quand ils ont leur pierre de référence. Alors, moi, j'utilise un moyen quand j'ai ce genre de choses. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces points? Parce qu'il peut y avoir des pierres taillées que vous avez achetées au marché, en France, ou à Tucson, ou je ne sais pas où, et ensuite des pierres brutes que vous avez récupérées à la mine et dont vous êtes sûr que vous les avez récupérées auprès du mineur, et ce sont vraiment des pierres, je dirais, crédibles. Alors que les autres, c'est quelqu'un vous a dit que c'était une pierre qui venait de là-bas et vous avez bien voulu croire. Et ça, c'est le danger parce que dans beaucoup de collections de références, vous avez un mélange des deux et plus personne ne sait la différence entre les deux. Bon, l'avantage, c'est que moi, les miennes, je mets l'information et donc, par exemple, ici, j'ai décidé pour améliorer un petit peu la qualité de mon échantillonnage, d'enlever toutes les pierres taillées. Le problème des pierres taillées, c'est qu'il y a eu un lapidaire entre les deux, entre le mineur, probablement un négociant, etc. Donc, les pierres taillées en général, j'aurais tendance à dire, ce n'est pas une bonne idée de mettre des pierres taillées dans une collection de référence parce que vous n'avez aucune idée, en vrai, d'où vient la pierre. C'est la croyance, ce n'est pas de la science. Hein. Donc, j'ai enlevé les pierres taillées. Alors, si j'enlève les pierres taillées, ça donne ça. Toutes les autres pierres qui restent, ce sont des pierres que j'ai récupérées moi-même à la mine. Vous voyez, tout d'un coup, là, on a un instrument de travail qui va aider un petit peu plus. Alors, on met dedans maintenant les points noirs, ce sont les pierres, ce sont les datas que l'on a récupérées avec le même instrument hein, sur les pierres en question, et on voit ce genre de choses. Alors, la première chose que l'on voit, c'est que déjà, vous regardez Vietnam, Tadjikistan, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez déjà enlever Vietnam, Tadjikistan. Donc là, on a regardé gallium manganèse. Donc maintenant, on va regarder zinc manganèse. Et donc là, vous voyez, Tanzanie, ça ne marche pas non plus. Donc déjà, vous avez enlevé 3 origines. Maintenant, en rouge, on fait manganèse fer. Vous voyez, pas de Vietnam, pas de Tadjikistan, pas de Tanzanie. Ça veut dire qu'a priori, tout match avec Birmanie. Voilà. On s'en doutait un peu, mais bon. Et ensuite, vous regardez encore le cobalt et le nickel. Et là, vous avez encore pas mal d'éliminations. À la fin, voilà le résultat que l'on a eu. Donc, il y avait 3 pierres qui marchaient parfaitement avec Namia, 16 pierres avec Mogok, donc 6 à Mansin, 7, on ne savait pas si c'était Mogok ou alors Mogok-Mansin, et il y avait une pierre, on savait qu'elle était birmane, mais on n'avait aucune idée si elle était de la zone Mogok ou Namia, parce qu'il y avait encore un overlap. Donc, à la fin, c'était quand même assez puissant, parce que, on a pu déterminer l'origine birmane, mais dans certains cas, pour certaines pierres, ça matchait parfaitement avec les pierres de la collection de référence, et on pouvait avoir une origine, entre guillemets, Namia ou alors Mansin, relativement bien documentée. J'avais mis des petites variantes d'environ 5 à 10% au niveau des éléments. Donc, l'avantage avec la chimie, c'est que ce n'est pas vraiment super subjectif, c'est que vous avez des datas derrière. Vous pouvez montrer comment vous êtes arrivé au résultat, alors qu'avec parfois les inclusions, c'est un petit peu plus subjectif. Voilà. Alors, par contre, vous avez vu, ce n'est pas super simple. Hein. Il y a beaucoup de limitations avec les fichiers Excel parce que d'une part, vous pouvez voir que 2 éléments à la fois. Alors, parfois, il y en a qui arrivent à mettre 3 éléments. Alors, je ne vous dis pas, c'est quasiment impossible de voir. Si vous mettez plus de 500 pierres dedans, votre collection de références, vous avez 500 pierres, c'est totalement lisible. Vous avez un gros pack de points et vous n'y voyez rien. Il faut zoomer en permanence. Et c'est, alors les points sont les uns sur les autres, etc. C'est compliqué. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité, avec comme ça, d'associer la chimie avec le spectre et les inclusions. Il va falloir regarder à côté. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et ensuite, évidemment, donc, il faut avoir une collection de références solides, aussi complète que possible et aussi actuelle que possible. Sinon, eh bien, vous comparez des pierres avec quelque chose qui est imparfait. Le problème, c'est que là, vous avez des jolis petits points sur un écran, mais vous n'avez aucune idée du numéro de la pierre derrière le point. Si vous voulez savoir ça, la galère, il faut remonter dans les feuilles, essayer de trouver ce point, c'est ce truc, etc. Donc, je trouvais que ce n'était pas très pratique. Et donc, avec l'aide d'un ami informaticien, je lui ai demandé, tu ne peux pas essayer de trouver un moyen pour me simplifier la vie? Et je n'ai pas été seul, il y a d'autres laboratoires qui ont fait ça. En 2017, j'ai développé un programme que j'appelle Go pour GemOrigin, qui en fait un outil multidimensionnel d'analyse de data. C'est-à-dire que c'est
un algorithme qui, au lieu de regarder les choses deux par deux, il regarde tout en même temps. Donc, ça se présente comme ça. Et à la fin, quand je veux travailler avec ça, j'ai besoin simplement d'une feuille Excel dans laquelle je mets tous les éléments de chimie de toute ma collection de références, avec aussi les informations sur les inclusions de toute ma collection de références et les informations spectrales. Je mets ça dans une seule feuille. Et ensuite, quand il y a une pierre qui m'intéresse, je mets les datas de la pierre qui m'intéresse dans la zone d'entrée et je clique. Et ensuite, le software, en moins d'une seconde, il me dit que la recherche que j'ai faite est compatible avec, eh bien, ça va tomber une pierre, deux pierres, trois pierres, cinq pierres. L'avantage, c'est que j'ai le numéro de la pierre. J'ai le numéro de la pierre de référence. Et donc, je peux aller au niveau de ma base de données, récupérer la cassette, récupérer toutes les informations de la pierre de référence et comparer réellement la pierre avec la pierre du client. Donc, ce système, contrairement à la feuille Excel tout simple, permet réellement de comparer une pierre de client avec une collection de références. Et ça, c'est super puissant. Ça, c'est vraiment puissant. Parce que vous pouvez vraiment dire, bah, je pense que cette origine, cette pierre, c'est une pierre birmane, parce que quand j'ai comparé avec ma base de données, il n'y a que 5 pierres qui sont compatibles avec cette pierre et elles viennent toutes de Birmanie. Toutes les autres ont été éliminées. Alors, si vous voulez chercher pourquoi ça a été éliminé, vous pouvez y aller, mais, parce que vous pouvez jouer avec ensuite. Mais c'est un outil qui est vraiment très utile. Voilà. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, parce que, évidemment, c'était quelque chose qui était présenté en 2006 dans un article par le laboratoire Dublin. Ils ont mis ça dans Jury News Asia. Pardon. Et c'était un article en 3 parties. Il y avait la première partie qui expliquait l'origine de la détermination d'origine. Et en fait, ils expliquaient ce qui marchait bien. En gros, les émeraudes. Pourquoi les émeraudes? Parce que vous avez plein d'éléments traces et vous avez plein d'inclusions. Donc, c'est vachement bien. Ensuite, deuxième partie, il expliquait ce qui ne marchait pas très bien. Bah, le saphir bleu, parce que vous avez très peu d'éléments traces et vous avez très peu d'inclusions. Et en plus, parfois, ils sont chauffés. Alors là, la galère. Et la troisième partie, il présentait ce qui était à l'époque plutôt une idée, une ambition, c'était de créer une sorte d'algorithme. À l'époque, ils appelaient ça holistic method, vous aimez bien, c'était le mot qui était à la mode. Maintenant, ils vont dire IA, intelligence artificielle. Ils ont un programme pour étudier tous ces datas et extraire, entre guillemets, créer un outil qui va aider le gémologue à prendre la décision finale. Voilà. Alors, récemment, Dublin, ils ont un petit peu avancé. Entre 2006 et 2020, a priori, ils ont travaillé. Si vous voulez en savoir plus, vous demandez à Stéphanos, parce qu'il était là-bas. Moi, je suis parti entre-temps. Voilà. Et donc, en 2020, j'ai eu le plaisir de voir dans les nouvelles de Dublin, là, pendant le Covid, je me suis dit, tiens, on fait un truc bien. Et ils ont créé un programme qui s'appelle GEM Intelligence et qui était exactement ça. A priori, ils avaient finalement réussi à faire cette méthode holistique pour regarder les datas. Alors, en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, la qualité du résultat va dépendre de la qualité de l'algorithme. Si évidemment ça a été fait par quelqu'un qui ne s'est pas programmé, il va y avoir des problèmes. Ensuite, la qualité des datas fournies à l'intelligence artificielle va être super importante. Déjà, il faut que les datas aient été récupérées sur des instruments corrects, avec quelqu'un qui sait utiliser les instruments. Ça veut dire avec les bons protocoles, parce que c'est très compliqué de comparer les datas d'un instrument avec un protocole, disons A, comparé avec un instrument B, avec un protocole C. Il va vous falloir calculer un facteur de conversion. Ça, c'est pas simple. Ce qui explique pourquoi la majorité des articles gémologiques sont tout à fait inutiles. Parce que dans la majorité des articles, soi-disant de gémologie, ils n'expliquent pas les protocoles qu'ils utilisent, ils ne donnent même pas le nom des machines qu'ils utilisent pour extraire les datas. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas étudier les résultats, puisque vous n'avez pas les données pour comprendre les résultats. Voilà. Et l'autre chose, évidemment, il faut regarder la fiabilité des pierres de référence que vous allez fournir à l'intelligence artificielle. Alors, c'est là que j'ai été déçu, parce que bon, je m'étais dit, je suis fan du système. À mon avis, c'est vraiment l'outil qui va permettre de changer la manière de travailler en laboratoire et de simplifier la vie des gens qui travaillent en laboratoire, parce que l'avantage avec un système comme ça, c'est que vous n'allez jamais oublier une origine, un data que vous avez récupéré sur une pierre qui vient d'un petit gisement. S'il y a quelque chose, si c'est compatible, si c'est similaire à la pierre de votre client, ça va arriver. Et donc, vous allez pouvoir, vous n'allez plus dépendre uniquement de votre
expérience de votre mémoire. Donc, ça va être un outil qui va être très utile. Et je m'étais dit que ça allait être bien. Vous allez avoir des gens qui vont aller sur le terrain, récupérer des pierres, nourrir une intelligence artificielle, et on va avoir un joli résultat. Sauf que j'étais un peu déçu, parce que quand j'ai lu un petit peu comment ils allaient aller un petit peu plus loin avec leur intelligence artificielle, eh bien, je ne sais pas si vous voyez, parce que vous êtes un peu loin et c'est écrit en petit. En gros, ils ont décidé qu'ils allaient nourrir l'intelligence artificielle avec les datas des pierres de clients qu'ils ont regardées pendant les 30 ou 40 dernières années. Donc, l'intelligence artificielle, elle va apprendre quoi? Elle va apprendre à reproduire tout ce qui a été fait par l'humain durant 40 ans. Les bons résultats comme les erreurs. Elle ne va pas apprendre à faire la détermination d'origine correctement, parce que les pierres de clients, je suis désolé, ce n'est pas des pierres de référence. Elle va apprendre, simplement, c'est un outil qui va reproduire les rapports humains de la manière qu'ils ont été faits pendant les 40 ou 50 dernières années. C'est tout. Alors qu'ils auraient pu, à mon avis, utiliser uniquement les pierres de leur collection de référence et faire l'effort aussi, parce que quand on fait l'effort de monter, d'avoir les machines pour récupérer les datas, quand on fait l'effort de créer un programme comme ça, à mon avis, on devrait faire l'effort aussi pour aller sur les terrains et récupérer des pierres de référence crédibles. Mais, visiblement, ce n'est pas l'idée. Alors, je vous montre le problème, je vous rappelle le problème. Eh bien, vous voyez, les pierres fastées, là, ben, c'est à peu près des pierres de clients. C'est quelqu'un qui m'a dit que ces pierres venaient de Namia. Donc, je les ai mis comme Namia. Mais la réalité, c'est ça. Alors, si vous donnez ça à une intelligence artificielle, vous allez peut-être avoir un bon résultat. Si vous donnez ça, évidemment, il va y avoir un gros overlap. Donc, ça ne va pas marcher. Ça, c'est mon opinion. Alors, au niveau des pierres, je vous ai dit, il y a un truc qui marche bien, il y a une pierre qui marche super bien, c'est l'émeraude. 15 éléments traces, beaucoup d'inclusions, pas de traitement thermique. Quand vous avez la chimie, quand vous avez les inclusions, quand vous avez une grosse émeraude qui arrive, c'est le bonheur. Vous allez avoir les inclusions qui vont vous donner les informations, vous allez avoir la chimie, vous comparez les deux, vous avez deux méthodes indépendantes. Si les deux vous donnent le même résultat, eh bien, vous avez quand même quelque chose pour étayer la chose. Bon, évidemment, il faut avoir quand même une collection de références solide ou alors une très bonne mémoire. Bon, le problème, c'est que tous les labos, bon, voilà. Je me disais, bon, au niveau de l'émeraude, c'est quand même pas très compliqué. Il faut avoir une collection de références, on fait les choses correctement. Mais de temps en temps, on a des surprises désagréables. Alors, j'ai eu une surprise désagréable récemment. C'était en quoi? C'est en 2021. Je suis tombé sur cet article qui a été écrit par le SSEF. Et ils ont dit qu'il y avait un nouveau type d'émeraude en Afghanistan, dans la vallée du Panjshir. Des émeraudes magnifiques, totalement différentes de toutes les autres qu'il y avait dans le Panjshir. Super, je t'ai dit, ça va être basé sur un travail de recherche. Ben, quand vous lisez l'article, ils disent que c'est des pierres qui ont été fournies par un client. Ah ben voilà. Et le client a dit que ça venait d'Afghanistan. Donc, ça ne matchait pas avec leur data d'Afghanistan. Donc, réaction logique, ils se disent, ça doit être une poche unique. Une poche magique. Dans un des gisements en Afghanistan, ils ne savent pas où, hein, ils écrivent. On ne sait pas du tout où c'est. Mais on pense que vu que c'est totalement différent de ce qu'on connaissait pour l'Afghanistan, c'est une poche unique. Et ils décrivent un article de 25 pages qu'ils publient en 2021. C'est beau quand même. Alors, évidemment, ils ont publié l'article, et il y a des gens qui leur ont dit, mais un nouveau gisement en Afghanistan, je n'ai pas entendu parler, et ça a commencé à jaser, et puis ensuite, il y a des gens qui leur ont envoyé des pierres. Et puis 6 mois après, ils se sont aperçus que les pierres là, de la nouvelle zone en Afghanistan, ça matche vachement bien avec des pierres d'un petit gisement en Zambie qui s'appelle Mousakashi. Et visiblement, ils n'avaient pas fait trop de boulot sur Mousakashi, ou alors ils avaient uniquement ça dans leur mémoire, mais ils ont totalement oublié la possibilité de ce gisement. Et donc, mais par contre, ils ont eu quand même, je dois mettre, bon, je tape un peu sur le SSF là, mais ils ont eu quand même l'honnêteté intellectuelle d'écrire un autre article dans lequel ils expliquent que, en fait, les pierres, ils ont eu des nouvelles informations, et donc, en fait, ce nouveau type d'émeraude qui venait d'Afghanistan, la majorité de ces pierres provenaient probablement de Zambie. Bon,
la première chose au niveau d'un laboratoire, si vous voulez me demander mon avis par rapport à est-ce que c'est un bon laboratoire ou un mauvais laboratoire, la première chose pour un bon laboratoire, c'est l'honnêteté. Donc là, ils ont marqué un point. OK, ils ont fait une boulette, mais ils ont été honnêtes et ils sont passés un peu pour des comiques à l'échelle gémologique. Mais bon, comme personne ne livre vraiment les articles, la majorité des gens ne se sont pas rendus compte de ça. Voilà. C'est un peu ça? On est d'accord. Voilà. Alors, ça, c'était la zone facile. Vous voyez que même au niveau des pierres faciles, il y a quand même des boulettes assez impressionnantes dans des publications récentes et pas vraiment un petit laboratoire qui n'a aucun moyen. Alors maintenant, on va aller un petit peu sur les pierres un petit peu compliquées. Alors, les pierres un peu compliquées, c'est le saphir bleu. Le saphir bleu, il y a une pierre. Le saphir bleu, c'est une pierre assez fabuleuse parce que vous prenez une pierre comme le saphir bleu, Cachemire, disons Madagascar. Quelle est la différence de prix entre un beau saphir de Cachemire 10 carats et un beau saphir de Madagascar 10 carats avec le même aspect? Une pierre avec des petites particules. C'est un saphir avec plein de petites particules qui va diffuser un peu la lumière. Il y en a un qui vient du Cachemire, l'autre qui vient de Madagascar. L'aspect est le même. La différence de valeur, moi je ne suis pas négociant, mais vous l'êtes peut-être. 1 à 10. Voilà, 1 à 10. Donc, c'est quand même une pierre sur laquelle on met un peu la pression au niveau des gémologues pour essayer de trouver un moyen de faire la différence. Alors, bon, un jour j'étais à Bangkok, et il y a un lot de saphirs d'un gisement assez intéressant qui arrive, et c'était ces saphirs qui venaient d'Afghanistan. Bon, c'est pas très loin du Cachemire. Au niveau du Cachemire, alors l'avantage au Cachemire, c'est que comme il faut les particules, elles sont rarement chauffées. Les Cachemires, on ne les chauffe pas, sinon vous enlevez les particules et ça va être un problème. Donc vous avez, c'est rarement chauffé, et vous avez des inclusions. Et les inclusions classiques pour le Cachemire, c'était les zircons corrodés, les tourmalines, et puis pargasite. Donc on regarde ces pierres d'Afghanistan, et là je vais voir Ken, parce que dans les pierres, on a sorti les cristaux de zircon corrodés, et des tourmalines. Voilà. Avant, c'était une inclusion diagnostique. Si on trouvait des cristaux de zircon en X longs comme ça, corrodés et de la tourmaline, le laboratoire allait donner Cachemire. Ben là, maintenant, on avait un gisement en Afghanistan qui produisait des pierres avec à peu près les mêmes inclusions. Bon, alors l'avantage, c'est qu'il y avait d'autres inclusions dans la pierre, comme par exemple des étoiles jaunes comme ça au centre de la pierre, qu'on voyait rarement dans les pierres du Cachemire. Et il y avait quasiment ces étoiles jaunes dans le centre de toutes les pierres. Donc, c'était faire disons, l'erreur, la séparation était quand même relativement facile. Mais on a bossé un petit peu sur ces pierres et on s'est aperçu qu'au niveau de ces pierres, il y avait évidemment les particules qui donnaient un aspect un petit peu velvety à ces pierres. Et quand on a regardé les particules, on s'est aperçu que la composition des particules était totalement différente de celle qu'il y avait au Cachemire. Ça, ce qui est intéressant. Il y avait énormément de beryllium dans celle-là, il y avait énormément de tungstène. On pouvait même voir le tungstène avec le DXRF. Donc ça, c'était super intéressant parce que le saphir n'a que 5 éléments traces, mais au niveau des particules, on avait tout d'un coup 5 autres éléments traces. Donc là, de 5, on passe à 10. Et comme les pierres ne sont pas chauffées, il suffit simplement, en ablation laser et CPMS, de tirer sur une zone où il y a des particules. Et au lieu d'avoir 5 éléments à regarder, vous en avez 10. Et sur 10, on a plus d'informations. Sauf que les autres, dans les particules, ce n'est pas de l'élément trace, c'est de l'élément ultra trace. Parce que les particules, il n'y en a pas automatiquement beaucoup. Et donc, le niveau est très, très faible. Et vous ne pouvez avoir des résultats corrects que si vous avez un ablation laser ICP-MS, pas le modèle de base, mais il faut quand même le modèle un peu au-dessus. Donc, challenge, mais a priori, une piste intéressante. C'est ce que je raconte dans une histoire que j'ai publiée dans Incolor, Blue Sapphire and Beryllium, Unfinished World Quest. Alors, pourquoi Unfinished World Quest? Parce qu'évidemment, on m'a amené ces pierres à Bangkok et j'ai essayé d'aller en Afghanistan pour aller visiter le gisement. Et pendant que l'Afghanistan était en guerre, j'ai toujours raté. Donc, j'ai raté 4 fois. Je me suis retrouvé en prison une fois. Et puis, ouais, pas mal de problèmes. Mais j'ai jamais vu des saphirs comme ça. Et donc, j'ai vraiment envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, j'ai eu une opportunité parce que les talibans ils ont pris le pouvoir, donc la guerre s'est arrêtée. Et donc, les amis, il y a plusieurs négociants afghans qui évidemment, ils sont partis, parce que, bon, et il y a tous ceux qui n'avaient pas suffisamment tout pour partir, les tout petits. En fait, des gens que j'aime bien, quoi.
Il y a plein de petits négociants là-bas. Ils me disent, Vincent, tu devrais venir maintenant parce qu'on peut voyager partout. Et donc, j'ai réussi à avoir un visa. Et en novembre dernier, je suis allé là-bas et j'ai réussi finalement à aller à l'endroit où je voulais aller, c'est-à-dire les mines de lapis-lazuli. Et je me suis rendu compte, aux mines de lapis-lazuli, j'ai rencontré ce vieux monsieur qui était un des mineurs du gisement de saphir qui se trouve dans la montagne au fond du gisement. Le gisement est à 5400 mètres d'altitude. Donc, j'ai su que je n'allais pas pouvoir y aller tout de suite parce qu'il va falloir l'altitude d'acclimatation. Mais j'ai pu récupérer un autre lot de saphir que j'ai pu comparer avec mon lot précédent. Et donc là, maintenant, j'ai un élément quand même un petit peu plus solide au niveau de ma collection de référence. J'ai des pierres que j'ai récupérées pas vraiment directement à la mine, mais dans le village à 2 km de la mine, et non plus à Bangkok. Donc le niveau de fiabilité est quand même vachement plus important. Et lors de la même expédition, j'ai aussi récupéré, pu visiter un deuxième gisement de saphir, qui était aussi intéressant parce que lui aussi avait des tourmalines et lui aussi avait des zircons allongés comme inclusion. Les pierres étaient un petit peu moins bien, avec un peu différentes, avec des zonations roses, etc. Mais on a pu visiter le gisement, visiter cette fois la mine parce que c'était assez facile et récupérer des échantillons de référence. Donc j'ai réussi, avec cette expédition, à améliorer ma collection de références au niveau de 2 gisements qui étaient potentiellement intéressants et qui allaient me permettre, j'espère un jour, de faire un bon travail sur les saphirs avec des petites particules, etc. Voilà. Donc, ça, normalement, c'est la méthode que l'on essaie d'utiliser, que j'essaie d'utiliser pour améliorer une collection de références qui pourra être ensuite utilisée pour servir de base à la détermination d'origine. Alors, donc, la vision que j'ai après 20 ans à travailler, à aider des laboratoires au niveau de la détermination d'origine, c'est que si vous voulez faire la détermination d'origine correctement, la première chose qu'il vous faut, c'est une collection de références solide. Pour avoir une collection de références solide, je suis désolé, il faut vous trouver quelqu'un qui aille sur le terrain et qui récupère les pierres, parce qu'acheter les pierres à Bangkok ou à Tucson, c'est plutôt de la religion que de la science. Mais bon. Donc, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des pierres intéressantes qui sont données, ou vous pouvez continuer à acquérir des pierres avec des négociants. Mais simplement, je pense que c'est quand même mieux d'aller aussi, d'envoyer quelqu'un, vérifier et aller à la mine, récupérer les pierres avec des data GPS, les photos, etc., pour valider les pierres qui vous ont été données. Ce qui vous permet d'avoir des pierres de 3 ou 4 sources différentes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'utile. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser cette collection de références comme une base pour extraire les datas. Donc, il va falloir récupérer les datas. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les pierres de référence dans une boîte à chaussures. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui bosse dessus. Donc, soit vous payez quelqu'un qui bosse dessus, soit vous envoyez ça à une université, vous faites travailler un thésard. Donc, vous faire des... Bon, parce qu'a priori, ce sera quelqu'un qui va essayer de faire du bon boulot parce qu'il veut avoir une thèse et il veut avoir un boulot après. Donc, il va être motivé à faire du bon boulot. C'est ça l'avantage du thésard. Ou du postdoc. C'est pas mal aussi. C'est ce qu'on m'a dit, Vincent, si tu vois avec les universités. Donc, pas mal. Et donc, à la fin, vous allez avoir donc, un outil que vous allez pouvoir offrir à vos gymologues qui travaillent sur les pierres de clients. Un outil fiable basé sur une collection de références solides et des datas de qualité. Voilà. Donc, parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi on récupère des pierres. Vous voyez ces pierres-là, je les ai récupérées en 2005. Ce lot de pierres, en 2005, je ne savais pas du tout à quoi ces pierres allaient servir. Je peux vous dire que ce lot de pierres a servi à plusieurs choses. Sur le moment, il n'y avait pas vraiment de problématique, mais je savais que ces pierres avaient été récupérées à la mine à Madagascar, à Ilakak, et j'allais pouvoir les utiliser dans le futur. Eh bien, ces pierres ont servi en partie à deux études, une faite par le GIA sur le traitement à basse température des saphirs d'Ilakak et l'autre faite par mes amis du LFG qui ont fait un super boulot pour identifier, pour aider vous, les négociants, à identifier et à savoir si les pierres que vous avez de Madagascar, notamment les pierres roses, les saphirs roses, sont chauffées ou non. Sur le moment, on ne sait pas pourquoi on récupère les pierres. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être sûr que ces pierres viennent de là et qu'elles n'ont pas été traitées. Ensuite, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, cet investissement sera disponible pour faire de la recherche, à condition que
vous ayez gardé ces pierres sous contrôle pendant tout le temps et que personne n'ait fait de trucs bizarres dessus sans le dire. Genre chauffer les pierres et ça n'a pas été dit. Donc, il va falloir un bon libraire. Voilà. Alors, le problème au niveau des laboratoires, et ça, j'en parle régulièrement à des gens, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini. Non? Alors, je vais vous expliquer. Voilà. L'énergie dépensée à dire une sottise, c'est vraiment très faible. Par contre, si vous voulez expliquer à quelqu'un que c'est une sottise, alors là, je peux vous dire que l'énergie que vous allez devoir dépenser est vachement supérieure. Ça, c'est la loi de Brandolini. C'est pour ça que, par exemple, les fake news, ça marche vachement plus facilement. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et ensuite, si vous voulez savoir si c'est vrai ou pas, il va falloir lire un bouquin. C'est pas pratique, surtout si le gars n'est pas très didactique. Si le gars explique bien comme Aurélien, ça va. Si le gars explique mal comme moi et qui parle vachement, vous allez devoir prendre 3 heures de réflexion pour avoir une idée du truc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est classique un peu partout. Alors, appliqué à la gémologie, ça donne ça. Donner une opinion basée sur votre opinion. Genre, ma grand-mère aussi, elle a des opinions. Hein. Je montre une pierre, elle va me dire, mon opinion, c'est que c'est ça. Basé sur rien. Et c'est facile à dire. Par contre, produire un service basé sur des datas de qualité, ça, je peux vous dire que ça va demander plus de travail. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun organisme mondial qui va réguler les laboratoires. Un laboratoire, je vais vous dire, la définition d'un laboratoire, c'est une entreprise qui a des clients. C'est tout. J'ai vu des laboratoires, dans ces laboratoires, personne n'a étudié les sciences. Dans certains laboratoires, ils confondent science et marketing. Il y a des laboratoires d'élite, hein, ils vont vous sortir 2000 pierres par jour, avec les bons résultats, surtout celui que vous avez écrit sur les sachets. Donc, il y a laboratoire et laboratoire. Alors, est-ce que produire un service de qualité basé sur des datas, est-ce que c'est un bon investissement? Ben, ça dépend. Si votre objectif, par exemple, vous êtes une maison de joaillerie et vous voulez savoir ce que vous achetez et surtout ce que vous vendez, ça peut être un bon investissement d'avoir des personnes, je dirais, compétentes, qui vérifient ce que vous achetez et surtout qui vérifient ce que vous vendez. Parce que si vous commencez à vendre des pierres synthétiques alors que vous avez écrit naturel dessus, un jour, peut-être, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez simplement transformer du papier en billet de banque, vous faites un laboratoire et vous aidez à quelqu'un comment dirais-je, on va dire, j'ai du mal maintenant en français, à maximiser son profit sur Internet, on va dire. Voilà. Des rapports rapides, pas chers, fait en 3 heures, 1000 à l'heure, voilà. Mais en fait, au final, la réponse au niveau de ces laboratoires, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de nous, les laboratoires. Les laboratoires, on est un service. On ne vous force pas à aller à tel laboratoire ou tel laboratoire. Les gens qui décident de quel laboratoire et quel service sera présent dans 20 ans, c'est les gens qui amènent les pierres au laboratoire. Donc, ça dépend de vos besoins. Et vous allez décider de quel laboratoire va se développer et quel laboratoire ne va pas se développer. Voilà. Quel est l'enjeu? Ben, c'est facile. En fait, c'est la confiance qu'il va y avoir dans le négoce. Alors, on va dire que la perfection est là. Alors, bon, il y a certains laboratoires qui se disent que la perfection, c'est trop haut. Ce qui les intéresse, c'est la médiocrité. Ils l'atteignent et ils ont un business qui marche vachement bien parce qu'ils vont vendre des centaines et des milliers de rapports qui vont inonder le marché. C'est la nouvelle gémologie, ça marche bien. C'est rapide, c'est pas cher et ça a toutes les bonnes réponses. Ensuite, il y a des gens qui vivent la perfection, ils ne l'atteignent pas, mais je me dis que peut-être, si vous n'atteignez pas la perfection, vous arrivez au niveau de l'excellence. Ça arrive parfois. Voilà. Donc, à la fin, c'est tout entre vos mains, et c'est à vous de décider de ce que vous allez faire avec vos pierres et à qui vous les envoyez. Et voilà. Et d'ailleurs, donc, ouais, c'est un peu ça. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette slide comme ça. Voilà, c'était la slide de fin. Donc, simplement pour vous rappeler, bon, à mon avis, c'est le truc intéressant. Je pense que dans le futur, vu la situation où on est à l'heure actuelle, il y a vraiment
tous les éléments sont présents avec l'amélioration des techniques, l'amélioration des machines. Les machines seront disponibles, il suffit de les acheter. Les gens, les universités produisent des gens qui sont compétents. Les gens compétents sont disponibles, il suffit de les embaucher. Et ensuite, les pierres de référence. Ben, les pierres de référence, alors c'est un peu plus long, il faut aller les chercher. Alors parfois, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour monter une collection de référence, mais je peux vous dire que c'est faisable parce que je le fais. Donc à la fin, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Vous voulez un laboratoire, des laboratoires qui vendent du papier, et vous allez avoir des origines totalement, je dirais, mythologiques, ou alors vous allez avoir un service de qualité, avec de temps en temps, ils feront des erreurs, mais peut-être qu'ils feront une erreur toutes les 200 pierres, etc. Et ils vont essayer d'améliorer leur service. S'ils font des erreurs, aidez-les peut-être, et comme ça, ils en feront moins peut-être la prochaine fois. Tu veux ajouter quelque chose, Aurélien? Parce que là, c'est à peu près fini. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci Vincent pour cet éclaircissement, on va dire, de ces enjeux de la détermination d'origine des gemmes. Je suppose que vous avez des questions. Donc, Vincent est à votre disposition pour y répondre. Merci pour la présentation. Je suis un petit peu surpris que vous n'ayez pas parlé de traçabilité. Alors, c'est un terme très actuel et qui est très à la mode chez les étudiants contemporains. C'est un mode de communication, je pense, plus qu'autre chose. Mais maintenant, tout le monde veut avoir une origine pour savoir d'où vient la pierre, évidemment, pour les pierres couleurs, on veut savoir si c'est la pierre qui finançait des mouvements politiques ou des guerres de différentes origines, et si les pierres n'ont pas été vendues pour financer des guerres par exemple. Donc ça, c'est très important pour le client parce qu'on oriente là-dessus, et on tient absolument à lui vendre une pierre avec une origine. Donc, dans mon étude, près de 42 ans, je sais parfaitement que donner une origine à une pierre de façon mondiale, c'est absolument impossible. Donc, comment se fait-il que tout un marché est bouleversé par cette demande de traçabilité, et on fait des méthodes complètement folles, de gravure, Oui, alors j'aurais pu en parler. C'est une super question parce qu'en fait, mon boulot, j'en ai pas parlé là-dedans, mais je ne sais pas ce que vous faites au niveau de la traçabilité, mais je ne suis pas sûr que vous soyez à mon niveau. Parce que mon niveau, mais c'est du... Alors, quand j'ai commencé à faire mon boulot, à aller chercher des pierres de référence, mes collègues au laboratoire, ils disaient, ouais, mais Vincent, c'est sympa, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es vraiment allé dans le trou là-bas chercher les pierres? Parce que si ça se trouve, tu as acheté des pierres à Bangkok. Donc, j'ai eu le choix entre un huissier et un caméraman. J'ai pris le caméraman, même si, bon, parfois, je me pose des questions, mais j'ai pris le caméraman. Donc, vous avez un gars qui vous filme en permanence. À chaque fois que vous achetez un caillou, il vous filme, etc. Bon, je ne sais pas si à chaque fois que vous achetez des pierres, vous avez des caméramans. Moi, j'en ai, et je dois les payer. Ensuite, ils m'ont dit, ouais, le caméraman, c'est sympa, mais on voudrait suivre la pierre à la trace depuis le moment où tu l'as récupérée dans le trou jusque... donc, il a fallu que je me mette au blockchain. À moi, la blockchain, ça commence avec mon téléphone. J'ai dû voir avec un copain qui m'a fait... parce que je n'ai pas simplement un petit logiciel Go, j'ai un logiciel de blockchain qui me permet, quand je récupère une pierre, je prends une photo avec les data GPS d'un autre GPS, je pose la pierre, le GPS, je prends la photo, ça commence dans ma blockchain. Et ensuite, je mets la pierre dans telle boîte, ça va dans, OK, maintenant la pierre est dans telle boîte, je prête la pierre à Aurélien, parce qu'Aurélien veut récupérer des datas, hop, ça passe à Aurélien dans ma blockchain, et ensuite Aurélien passe la pierre à Stéphanos, parce que Stéphanos doit faire un spectre, ça passe là-bas. Donc, les pierres de référence que j'ai dû monter un système de blockchain pour faire ça. Non, ça marche pour toutes les pierres sur lesquelles je bosse. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Maintenant, c'est comme ça, mais ensuite, c'est des choses que l'on vous met dessus et ce n'est pas automatiquement plaisant, donc je passe mon temps à faire des trucs comme ça. Parfois, je n'ai pas le temps, je suis obligé de le faire un petit peu après, et c'est un peu embêtant. Non, il y a un truc au niveau de la détermination d'origine qui est très simple. Moi, au niveau des pierres que j'ai dans ma collection de référence, bon, l'avantage de la blockchain, c'est que je peux savoir s'il y a combien de spectres ont été faits dessus, parce que c'est écrit sur la blockchain. Donc ça, c'est vachement pratique au niveau interne pour savoir la pierre, elle est allée là, on a fait ça, etc. Par contre, la détermination d'origine, il y a un gros problème avec la traçabilité, et c'est très simple. On peut déterminer l'origine d'une pierre, mais il y a une chose qu'on ne peut absolument pas déterminer, c'est quand est-ce qu'elle était sortie de terre. Il n'y a aucun laboratoire qui pourra vous dire, garantir que cette pierre est sortie de terre ce jour-là, à cette heure-là. Qui pourra vous dire cette pierre a été taillée ce jour-là, à ce jour-là. Vous n'en savez rien. Et le problème avec les pierres, c'est qu'encore une fois, les pierres, ce n'est pas des bananes, ce n'est pas du café, ce n'est pas du thé, ce n'est pas un produit consommable, c'est quelque chose de durable. La majorité des pierres, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé à l'AIGS en Thaïlande, je n'ai pas vu un saphir cachemire, je n'ai même pas vu un rubis thaï, je ne voyais même pas un rubis mogok. Pourquoi? Parce que la Thaïlande est un pays producteur. Et les mines en Thaïlande, les mines en Birmanie, à Mogok, étaient quasiment finies. Il n'y avait pas de production qui venait à Bangkok. La majorité des pierres sur lesquelles j'ai travaillé pendant mes 3 années au laboratoire à l'AIGS, c'est des pierres qui venaient de Madagascar et d'Afrique, et d'Afghanistan, du Pakistan, et des zones qui produisaient des pierres à ce moment-là. Quand je suis allé travailler chez Goudelin, j'avais des rubis thaïs, des rubis birmans tous les jours sur mon bureau, et j'ai demandé. Je ne comprenais pas trop. Ensuite, j'ai compris. Parce qu'on était dans un pays consommateur, et dans un pays consommateur, les gemmes se sont accumulées depuis des centaines d'années. Et je discutais avec une personne qui était responsable d'une maison de vente célèbre à Londres, et qui me disait, oui, Vincent, ben, vous avez les 4 C du diamant, mais nous, on a les 4 D des maisons de vente. Décès, dette, divorce, désastre. C'est les 4 raisons pour lesquelles les pierres viennent en maison de vente. Donc, quand vous êtes dans un laboratoire en Suisse ou à Paris et que vos clients principaux sont les maisons de vente, c'est sûr que vous n'êtes pas automatiquement motivé, comme me disait mon directeur chez Goudelin. 90% des pierres que l'on voit au laboratoire, c'est des pierres qui viennent de succession. On ne va pas t'envoyer à chaque fois qu'il y a une nouvelle mine en Afrique. Je veux dire, c'est moins de 1% des pierres que l'on voit au laboratoire. Donc, ça ne les intéressait pas vraiment. Par contre, quand vous êtes un directeur de laboratoire à Bangkok, 90 ou 95% des pierres que vous voyez, elles viennent d'une zone sur laquelle il n'y a aucune information. Donc, un directeur de laboratoire en Thaïlande, il est quasiment certain de faire plein d'erreurs. Parce que ces pierres viennent de gisements qui n'ont jamais été étudiés. Il n'y a pas de data. Puis en plus, ces clients, ils ne veulent pas. Si vous commencez à dire Madagascar, 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 je peux vous dire, vous n'allez plus avoir assez de clients. Parce que les clients, ils ne peuvent plus vendre des pierres aux maisons de vente, parce que les maisons de vente, elles ne veulent pas de pierres de Madagascar. Elles préfèrent avoir Cachemire, Birman, Sri Lanka. Donc, vous donnez des origines correctes et vous n'avez plus de clients. Parce que vos clients, une origine correcte, ça ne les intéresse pas. Voilà la problématique. La traçabilité, c'est vachement bien en théorie. C'est une super idée en théorie. En pratique, j'imagine que vous avez le même genre de problème que moi. Moi, j'arrive à le faire avec mes pierres. Les pierres, à partir du moment où je les ai récupérées, si vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir dire la pierre, elle est passée de ma poche à la boîte numéro 75. Elle est restée en boîte 75 et personne n'a utilisé depuis. Et le jour où ma collection ira avec quelqu'un d'autre, eh bien, je lui dirai, Aurélien, cette pierre, je l'ai récupérée à la mine et personne ne l'a touchée jusqu'au jour où je te l'ai passée. Comme par exemple, j'ai prêté à Aurélien et à Stéphanos des pierres aujourd'hui. Alors, il y avait mes amis ici qui sont étonnés un petit peu, mais c'est des pierres de 2007 et des pierres de 2005. Vous êtes un petit peu... Voilà. Ben oui, c'est des pierres qui étaient restées dans ma collection depuis une quinzaine d'années. Et je peux vous garantir que rien ne s'est passé. Donc, ça va être du super matériel pour qu'il fasse du bon boulot. Voilà. Ce n'est pas une bonne réponse, mais c'est la meilleure que j'ai. Voilà. Eh ben, alors, même je pense avec un budget infini, parce que la traçabilité, évidemment, un élément, une gemme avec 3 éléments traces. En fait, il y a du carbone et de l'azote et un petit peu de bore. Le diamant se forme très profondément, on ne sait pas vraiment trop où. Allez là-bas et
ensuite intuiter ce diamant va sortir de ce côté de la frontière, de ce côté de la frontière, et ensuite va passer entre les mains de telle personne, telle personne, telle personne, c'est quasiment impossible pour le diamant. Mais tout ça, ça me fait faire. Je n'arrive pas à donner la traçabilité de diamant. Les gens vont avoir un doute sur les diamants qu'ils achètent parce qu'ils ne veulent pas acheter un diamant qui aurait servi à quelque chose qui ne sont pas neufs. C'est probablement un très bon argument marketing pour les gens qui ont du diamant synthétique. Voilà. Donc, Voilà. le diamant synthétique qui prend dessus, et le diamant synthétique commence à tomber. Ouais. On peut pas tellement en France, quoi. Mais allant en Angleterre, il y a des qualités. Et les nuits sont complètement dingues parce que c'est extrêmement cher. Et finalement, ça dévalorise le diamant qui, lui, ne baisse pas. Oui, sauf que le diamant synthétique, pour l'instant, je n'en ai pas tellement vu. La valeur à la revente, à mon avis, c'est proche de zéro. Je n'ai pas tellement vu dans les ventes aux enchères. Quand vous pouvez parler à vos clients, OK, c'est quelque chose de traçable, mais la valeur à la revente, c'est zéro. Voilà. Bon, ben, si, et donc quelque chose de traçable qui a une valeur à la revente de zéro. Donc, côté investissement, diamant synthétique ou pierre synthétique, actuellement, c'est zéro. Voilà. Quand ils sont toujours en bon état. Voilà. Mais donc, oui, je pense que c'est à l'industrie des pierres de couleur. Le problème que l'on a au niveau de l'industrie des pierres de couleur, c'est qu'on est quelque part une petite industrie et on est pris en étau avec d'un côté l'industrie, toute l'industrie agroalimentaire avec leurs labels comme Fairtrade, comme ça. Ils demandent de l'origine, demandent de la traçabilité parce que ben, ils ont du thé, du chocolat, il faut savoir l'agriculteur qui a produit du thé ou du chocolat, etc. Tout ça. Dans l'industrie des pierres, dans la majorité des cas, la traçabilité des saphirs cachemire, le mineur, il est mort. Parce que la mine, elle est fermée depuis 100 ans. Les émeraudes qui viennent de Colombie, qui sont sorties il y a 500 ans, le côté Fairtrade, c'est comme le côté Fairtrade des antiquités. Le producteur du meuble l'ébéniste, il est mort. Ça ne marche pas. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté à notre produit. Et ça, on ne l'entend pas souvent. Donc, c'est un concept qui est très intéressant, mais ce n'est pas adapté à notre produit parce que les gemmes de couleur, les pierres de couleur sont un produit durable. Et je ne sais pas, vous avez des stocks de pierres. Ma question, c'est quel est le pourcentage de pierres dans vos stocks qui ont été sortis de terre depuis moins de 5 ans? Ça veut dire que le mineur était vivant. C'est là où on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème. Et de l'autre côté, il y a les maisons de vente qui veulent de la romance, qui veulent de l'origine, et pas des origines récentes, qui veulent que les origines qui sont dans les livres. Donc, il y a deux mastodontes de chaque côté de l'industrie et en plus, ensuite, vous avez les joailliers qui veulent des pierres propres. Alors, il faut enlever les inclusions, etc. Évidemment, ça ne simplifie pas la tâche du laboratoire où ensuite on lui demande déjà, donne-nous l'origine, mais en plus, on voudrait, Aurélien, que tu donnes la traçabilité pour la pierre. Tu ne pourrais pas faire ça? Fais de la mythologie, peut-être, tu pourrais. Hein. Voilà. Non, mais je comprends. Hein. Et c'est pas facile. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y en a aussi sur Internet, sur la norme ISO 17045. C'est une norme internationale d'accréditation des laboratoires. Vincent, est-ce que tu as une idée, justement, sur cette norme et l'intérêt qu'elle pourrait avoir pour les laboratoires de géologie? Là, j'arrive à mon seuil d'incompétence. Je l'ai vachement débattu. Non, je n'ai aucune idée. Je ne suis pas vraiment... non. Je viens de passer au-dessus de mon seuil d'incompétence. Donc, je te laisse répondre à la question. Alors, je vais tâcher d'y répondre, effectivement. Alors, c'est une norme internationale, effectivement, qui accrédite, on va dire, les laboratoires d'échantillonnage et d'essai, ce qui est propre aux laboratoires de gémologie qui sont des laboratoires d'essai. En fait, on leur fournit des échantillons pour qu'ils les testent. Alors, effectivement, ça permet d'avoir des procédures qui sont bien strictes. Il y a des échanges, normalement, qui sont inter-laboratoires aussi, ce qui permet de confronter les résultats et d'avoir une homogénéisation dans les tests effectués. Après, effectivement, chaque laboratoire a ses instruments qui sont différents, ses méthodes qui sont différentes, qui sont accréditées par des organismes qui sont différents. Et tout ça, il n'y a aucun organisme qui chapeaute, on va dire, toutes ces normes. Et de plus, c'est une démarche qui est personnelle, c'est-à-dire que chaque laboratoire va faire cette démarche-là, il n'a aucune obligation à la faire. Nous, au LFG, on l'a fait depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que ça permet de mettre en place de nombreuses choses au sein du laboratoire, et ce qui est un gage de confiance pour nos clients. Et c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas d'organisme qui chapeaute tout ça. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'Assemblée? J'ai un petit truc, non, non, je suis encore en train de réfléchir à votre question. Il y a quand même un truc qui est intéressant avec la détermination d'origine, c'est que si c'est bien fait, ça vous donne un outil pour faire en sorte de vérifier si la traçabilité est correcte. C'est un outil qui est à votre disposition, parce que vous avez une pierre, vous regardez les inclusions, vous regardez la chimie, etc. Et vous vous retrouvez avec une pierre, par exemple, qui a une origine, on va dire Madagascar. Quand vous regardez les inclusions et tout ça, c'est Madagascar. Mais sur votre fournisseur, il vous dit que, par exemple, la pierre vient du Mozambique. Eh bien, ça ne matche pas. Donc là, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez déposer des questions à votre fournisseur. Pourquoi est-ce que, par exemple, au Mozambique, il a absolument des pierres qui ont des inclusions et une chimie qui ne matchent absolument pas avec ce qu'il a chez lui et ça matche avec ce qu'il a dans le pays d'à côté. Alors peut-être, dans ce cas, est-ce qu'il achète des pierres dans le pays d'à côté, mais il ne vous l'a peut-être pas dit, il mélange des lots, etc. C'est un truc marrant, mais c'est une des choses dont on parlait avec Stéphanos, par exemple, et une des raisons pour lesquelles les laboratoires ont commencé à aller sur le terrain avec les tourmalines Paraíba, par exemple. Parce que vous aviez 3 ou 4 personnes, enfin, compagnies qui travaillaient avec ces tourmalines, ils travaillaient dans toutes les zones. Et donc, vous avez des pierres qui étaient dans des lots, mais quand il y avait des clients qui voulaient des lots, ils, ben, les lots, je veux tant de pierres de telle taille, de telle couleur, eh bien, ils faisaient les pierres, elles bougeaient d'une origine à une autre parce qu'ils ben, ne s'intéressaient pas trop à ça. Et donc, ils se sont aperçus que il y avait des pierres qui étaient censées être des pierres du Brésil, qui en fait venaient du Nigeria et d'autres qui venaient du Mozambique, parce qu'ils avaient des mines dans les 3 endroits. Voilà. Et donc, ça a amené les laboratoires à aller sur le terrain, récupérer des échantillons. Et en fait, pour les tourmalines, ça a été réglé très rapidement parce que c'est assez facile de faire. La tourmaline, c'est un peu la poubelle de la pegmatite. Il y a énormément d'éléments de traces. Et c'est assez facile, quand vous avez les bonnes pierres de référence, de séparer les tourmalines en fonction de 3 origines qui existent. Voilà. Et on trouve des tourmalines brunes qui sont ramassées pas. Ah si, elles sont ramassées. Et on traite en bleu. Oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est une autre. Alors ça, c'est ben oui, c'est de négoce. Il y a des gens qui ils ont décidé de donner à une pierre une variété qui avait le nom d'une province. Il aurait peut-être dû dire Paraïbaïte. Parce que, voilà. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais la gémologie de laboratoire, actuellement, on m'a jamais demandé d'aller visiter des mines de tourmaline au niveau Paraïba parce que les laboratoires savent très bien faire la différence. Ils ont les échantillons de référence, ça marche très bien avec les tourmalines. Ça marche beaucoup moins bien avec les émeraudes, les saphirs, les rubis. Là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais je pense que, par exemple, pour les émeraudes, si on a la bonne collection de référence, vous avez un outil de traçabilité qui est très puissant. Parce qu'un laboratoire bien équipé avec des gens compétents, honnêtes et une collection de références solide pourra vous fournir un bon outil pour la traçabilité de vos pierres, pour vérifier si la traçabilité semble correcte ou alors si vous avez des questions à poser à vos fournisseurs. Voilà. Oui. Merci pour votre. Je vais la répéter pour que les personnes sur Internet m'entendent. Est-ce qu'il existe des liens, on va dire, entre les différents laboratoires qui piochent sur une même banque de données, par exemple? Est-ce qu'il y a un partage de données? C'est aussi une question qu'on a eue sur Internet. Donc, effectivement, je peux te laisser commencer à parler si tu veux, sinon après je continue, parce que j'ai quelques idées aussi. Ouais. Alors, malheureusement, non. Voilà. Il y a des idées qui tournaient à faire, entre guillemets, prêter les échantillons de référence. Bon, alors moi, j'ai essayé, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc, j'arrête de prêter mes échantillons de référence. Voilà. Bon. Maintenant, on pourrait imaginer dans un monde merveilleux qu'il y ait une collection de références, comme la mienne par exemple,
Et on trouve un laboratoire ou une université qui collecte les datas sur toutes ces pierres et qui met ça genre avec un programme. Et ensuite, n'importe qui pourrait aller avec les datas d'une pierre comparée à la collection de référence. Ça pourrait marcher. Sauf que collecter les datas sur 5000 pierres, des datas de qualité, ça coûte une fortune. Parce que aller chercher les pierres sur le terrain, c'est un truc, mais récupérer les datas, monter la base de données de référence et ensuite avoir un programme qui permette à des gens, que ce soit d'autres laboratoires, d'autres universités ou alors des sociétés, des négociants en pierre. Et dans ce cas, effectivement, on pourrait imaginer que vous ayez des laboratoires géologiques qui deviennent plus des laboratoires d'analyse et qui vous iriez demander, voilà, j'ai une pierre, est-ce que vous pouvez me donner la chimie, le spectre, etc. Et ensuite, vous allez vous-même regarder sur la base de données. Ça, ce serait possible s'il y avait une demande de l'industrie. Et en gros, des moyens financiers, etc. Et un laboratoire pourrait tout à fait se charger de faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas tellement vu de laboratoire se porter volontaire pour faire ça. Mais à mon avis, ce serait génial. J'aimerais bien avoir un laboratoire faire J'aimerais bien voir un laboratoire. Pour répondre à votre question, il y a aussi quelque chose aussi à avoir en tête, c'est que chaque laboratoire, c'est un peu une course à l'armement. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la meilleure collection de références, il faut que vous ayez, voilà, pour vous faire valoir, pour rendre votre rapport mieux que l'autre laboratoire. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de consensus entre les laboratoires. Il y a des partages, hein, on n'est pas muet, surtout nous, on discute, on dialogue avec d'autres laboratoires, mais pas tous. Loin de là. Et il n'y a personne, justement, qui chapeaute aussi tout ça. Alors, il y a des organisations, il y a la CIBJO, il y a le LMHC, il y a d'autres organisations qui pourraient piloter ça. Mais quel est leur intérêt? Parce que finalement, il y a des intérêts partout. Quel est leur intérêt? Quels sont les laboratoires qui sont investis dans ces organisations-là? Voilà, c'est toujours très compliqué. Et puis, Vincent en a parlé tout à l'heure lors de sa présentation, c'est oui, c'est bien une collection de références, c'est bien d'avoir du bon matériel, mais on n'a pas tous le même matériel. Et si vous analysez une pierre avec un matériel qui est différent que les données qui ont été acquises par le laboratoire en question, avec les fondations ou autres, vous pouvez avoir des grandes différences et donc vous perdre un petit peu dans toutes les données que vous pouvez manipuler. On m'avait proposé, mais Vincent, est-ce que tu pourrais analyser les pierres avec différentes machines? Super. Alors, vous imaginez, il y a 20 machines différentes, on va pouvoir récupérer l'état 20 fois et mettre. Alors, avec tel SIPMS et tel protocole, c'est ça, celui-là, c'est ça, etc. Donc, c'est 20 fois plus de boulot. Déjà qu'avec une machine, c'est vraiment, ça prend des années. Au GIA, vous imaginez, pendant 8 ans au GIA, on a, au début, parce que la collecte des datas, pour faire des datas, pour avoir des datas qui soient crédibles, hein, des datas qui soient inattaquables, c'est quand même un métier. Hein. À la fin, on avait une bonne équipe avec 3 personnes. On arrivait à collecter des datas de qualité scientifique, c'est-à-dire tous les échantillons étaient taillés sous forme de lamelles orientées, etc., pour être sûr que les spectres allaient être faits par les axes C, perpendiculaires à l'axe C, qu'on allait pouvoir voir les pics qui sont dichroïques, etc., et tout ça. Eh bien, on arrivait à analyser environ 1500 pierres par an, avec une équipe de pros qui était vraiment très efficace. Ils ne faisaient que ça. Donc, 20 000 pierres, pour arriver à quelque chose de statistique, vous avez besoin d'avoir une bonne équipe. Donc, derrière, il faut des moyens financiers pour avoir les machines, le personnel et aussi les pierres de référence et faire travailler tout le monde. Voilà. Donc, c'est un investissement. Mais si une société fait cet investissement et derrière, vous avez une intelligence artificielle, etc., vous aurez un outil, effectivement, qui, à mon avis, sera très puissant. Et si l'outil est mis à jour avec les nouveaux gisements, pour aider les laboratoires à fournir un service de détermination d'origine de qualité. Sinon, vous aurez des opinions contradictoires. Et voilà. Avec aucune garantie légale, parce qu'évidemment, c'est une opinion, et donc il n'y a pas de garantie. Donc voilà, c'est tout. Ce n'est pas nous qui vous forçons à venir à nous, c'est vous qui venez, et donc c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'assemblée? Oui, Hector. Par contre, comment ça se fait que le laboratoire n'a pas massivement justement en sur le terrain?
que si c'est une fausse alarmement, on sait que c'est à part de sécurité de cette famille, on n'a pas la Oui. Bien le fait. L'importance de se avoir sur qui pose des échantillons, mais on peut le faire par soit il n'y a pas d'index, soit on n'a pas de monsieur par deux, c'est pas capable de voilà, et il y aura pas de travail sur la taille. Alors, bon, la main-d'œuvre, en général, c'est simple. À partir du moment où vous arrivez au divorce, elle commence à se calmer. Vous allez sur le terrain pendant 5 ans, je peux vous garantir, votre divorce, vous l'avez. Ensuite, vous allez vous prendre 1 ou 2 fois un flingue sur la tête. Ça calme aussi la majorité des gens. Il y a plein de gens qui ne voyagent plus avec moi parce qu'ils sont retrouvés avec une kalachnikov pointée sur la tête. Ça calme. Si ça ne les calme pas eux, ça calme leur épouse. Ensuite, les accidents de voiture, les séjours en prison, la malaria, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu un bras cassé et j'ai eu la maladie de Lyme. Voilà, Stéphano, vous pouvez en parler. Bon, il y a pas mal de gens qui vont sur le terrain, ils vont prendre une vidéo photo, ils y vont 1 an, 2 ans, et ensuite ils vont faire autre chose. Des gens qui y vont pendant 20 ans, j'en voudrais. J'en ai pas vu beaucoup. Des gens qui durent, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'aime bien. Je suis prudent, j'essaie de ne pas avoir trop de problèmes, mais j'aimerais bien avoir des gens compétents, honnêtes, motivés, qui ne me prennent pas la tête et qui viennent m'accompagner dans mon délire d'aller récupérer des échantillons un peu partout pour aider les laboratoires qui n'auront pas besoin d'aller gérer tous ces problèmes. Mais eux, ils géreront simplement le problème de la collecte des data. Voilà. Tu te rappelles? Tu as vu un petit peu les problèmes à Madagascar? Voilà. Bon, ben voilà. Il est venu avec moi une fois, donc bon, tu as une bonne idée des problèmes. Non, pas que, il ne manque pas des gémologues pour aller sur le terrain, il manque des gémologues de laboratoire, parce que vous ne pouvez pas non plus envoyer n'importe qui, parce que des gens pour amener des bouts de verre et des synthétiques, hein, j'en connais beaucoup. Hein. La majorité des gars que j'ai emmenés sur le terrain, la première chose qu'ils ont acheté, c'est des bouts de verre et des synthétiques. Hein. Vous pouvez demander à Marie, par exemple. Elle a voyagé 4 ou 5 fois avec moi, elle a vu. Non, il faut des gens compétents, et malheureusement, les cours de gémologie que vous avez un petit peu partout, c'est des cours sur le taillé. Moi, j'ai eu la chance, je suis allé étudier la gémologie en Birmanie. Mon cours en Birmanie, c'était un cours sur le brut. Les Birmans, l'école de gémologie, c'était le brut. Et ensuite, j'ai été formé pendant 3 ans par un négociant thaï très connu, Fian Rio, comme acheteur. Et pendant 3 ans, il m'a formé comme acheteur. Je ne connais aucun jeune gémologue de laboratoire qui était formé comme acheteur de brut. Et j'ai appris à tailler. Donc, des gens qui arrivent, qui sont pleins de bonne volonté, qui n'ont pas lu les bouquins, qui n'ont pas appris à tailler, qui ne savent pas faire la différence entre un brut de saphir, un morceau de verre et un synthétique, j'en ai à l'appel. Mais des gens compétents qui ont acquis les compétences minimum pour pouvoir faire un boulot acceptable et qui soient prêts à avoir toutes les autres compétences, pas de copine, un divorce et toutes les autres choses, j'en connais pas beaucoup. Et qui en plus acceptent par exemple de bosser comme moi au début, c'est-à-dire payer $300 par mois avec un salaire local thaïlandais. J'en connais pas beaucoup. C'est ça le problème. Alors des gens qui voudraient que je les paye 3 fois mon salaire pour aller faire mon boulot, ça j'en vois un paquet. Mais ils sont totalement incompétents, la majorité. Donc mon conseil, eh bien, obtenez les compétences, publiez, et puis ensuite, le jour où vous faites du bon boulot. Voilà, on en a parlé la dernière fois. Tu vas faire un voyage, et on va voir ce que ça va donner au retour. Voilà, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu feras du bon boulot. Mais je regarderai ce que tu vas faire avec attention. Merci Vincent pour cela. Alors, on a une question sur Internet. Quelle est la position du laboratoire français de gémologie au regard de ce qui vient d'être dit sur les échantillons et leur historique? Et par ailleurs, quel est l'avis du LFG et de Vincent sur l'aspect capital de la détermination d'origine et autres analyses? Pourquoi continue-t-on à accepter que la plupart des labos fassent signer des décharges sur leurs responsabilités quant aux résultats de leurs analyses? Effectivement, l'origine géographique des laboratoires actuellement, c'est une opinion. Donc, elle est basée sur effectivement une comparaison face à des échantillons de référence qui sont plus ou moins fiables, on va dire ça, suivant l'histoire de la collection, est-ce qu'elle a bien été documentée, et d'où l'intérêt d'une collection de références qui soit actualisée avec des échantillons récents, mais également il faut des échantillons anciens
Et voilà, c'est la complémentarité de tout. Après, il y a l'expérience aussi des gémologues qui sont laboratoires qui pourront donner leur opinion avec une mémoire beaucoup plus importante que d'autres, avec une expérience beaucoup plus importante que d'autres. Et voilà, donc l'avis, c'est qu'effectivement, il faudrait légiférer, si on peut dire ça, sur la détermination d'origine géographique pour tous les laboratoires qui sont mondiaux maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose de mondial finalement, la détermination d'origine géographique. Oui, alors légiférer au niveau mondial, Bon courage. bon courage, c'est mort. Déjà au niveau local, c'est mort. Donc non, à mon avis, la détermination d'origine, ça a commencé parce que les laboratoires, au début, ils essayaient de... C'était la différence entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc, bon, voilà. Mais là, ils ont accepté de donner la détermination d'origine comme une opinion, sachant que eh ben, c'est une opinion. Ça veut dire que on n'est pas sûr à 100%, parce qu'en fait, à la fin, la seule personne qui sait d'où vient la pierre, c'est le mineur qui l'a sortie. Il y a une deuxième personne, c'est Dieu, si vous croyez en Dieu. Mais dans les deux cas, ils ne parlent pas beaucoup, les gars. Le mineur, en général, vous ne savez pas qui c'est et il va se taire parce qu'il a peur pour sa sécurité. Et Dieu, il ne me parle pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est assez difficile, en fait, de savoir d'où vient une pierre. Donc, vous pouvez travailler dessus, mais en aucun cas, à la fin, je ne pense pas qu'il sera possible d'avoir un service à 100%. Et donc, expliquer ça à une société d'assurance et vous allez voir s'ils vont vous assurer pour les opinions que vous avez données. Je connais aucune société d'assurance qui va assurer un laboratoire par rapport aux échanges à leur détermination d'origine. Donc, il n'y a aucun laboratoire qui présentera une garantie légale parce qu'il n'y a aucune société d'assurance qui va les couvrir. Déjà, il y a beaucoup de laboratoires qui n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain pour récupérer des échantillons de référence, donc ils ne vont pas avoir les moyens non plus de payer les primes d'assurance. Hein. Je ne sais pas si vous avez les moyens de payer les primes d'assurance. Moi, c'est pareil, hein, pour payer l'huissier qui va m'accompagner, je n'ai pas tellement les moyens non plus, parce que quand vous voyez le salaire d'un huissier et le mien, je peux vous dire, ce n'est pas la même chose. C'est simple. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une question, peut-être? Non, tout a été clair. Oui, Corentin. Est-ce qu'on pense que le travail qu'on fait depuis le doctorat, c'est avec en 2015 de l'INSO, de la facilité de mettre en place sur la facilité d'identification du moment même de l'extraction sur le contact de la pierre et de l'identification des mineurs, des trois mineurs sur la mais de fait que petit à petit, chacune des étapes de l'évolution de la pierre, la transfert vers le contact à Bogota, etc. Comment vous évaluez la qualité de ce process qui est mis en place à ce moment-là? Est-ce que vous êtes déjà fait là-bas pour justement les voir ça? Oui, non, je suis allé à Moudo, je suis allé voir la mine à Moudo. Alors, produire de la traçabilité quand on est une grosse société, histoire de montrer que les pierres sont bien sorties de tel endroit, etc. Oui, c'est une bonne idée quand vous pouvez vous le permettre, quand vous êtes une grosse société, etc. Bon, ensuite, identifier les 3 mineurs qui ont sorti la pierre, dans pas mal de pays, c'est quand même leur mettre une cible sur le dos. Parce que si c'est des petits mineurs, des petites sociétés, une petite société, moi je connais la majorité des mineurs que j'ai rencontrés dans pas mal de gisements, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens autour d'eux sachent qu'ils ont sorti une bonne pierre. Et quand je dis les gens autour d'eux, ça commence par leur femme, leur cousin, leur beau-frère qui est chef de la police, etc. Ils n'ont absolument pas envie que leur famille, leurs voisins, le chef de la police, le député, etc., sachent que tout d'un coup, ils ont touché une poche de pierre et qu'ils ont, entre guillemets, trouvé une pierre qui va finir peut-être dans une grande maison. Parce qu'ils ont une cible sur le dos. Donc, si vous voulez mettre une cible sur le dos à quelqu'un, ben dites, la top pierre qui a été vendue aux enchères pour tant de millions, c'est lui qui l'a trouvée. Ben, je peux vous dire que, voilà, mais c'est quelque chose qui, pour moi, la majorité souvent quand je vais visiter des mines, les mineurs me disent, s'il te plaît, ne dis pas que ma mine produit des bonnes pierres. Oui, mais
Donc ça, c'est quelque chose que les grosses sociétés peuvent faire pour leur marketing, parce qu'effectivement, ils ont des pressions pour faire toutes les choses bien, pour montrer la traçabilité, etc. Oui, bon, mais ils vont faire ça parce que quelque part, c'est l'avantage. Mais toutes les petites, moyennes mines ne pourront jamais faire ça parce que pour eux, c'est un problème de sécurité de base. Alors, dans un monde où tout le monde aurait la sécurité, ça pourrait se faire, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde, si vous avez plus d'argent que le voisin, la première chose que vous avez à faire, c'est que vous avez un gros souci parce que le voisin, il va peut-être pas être très content. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit super éthique de mettre la photo d'un mineur quelque part, parce que la majorité du temps, je connais plusieurs mineurs, hein, ils ont eu des gros problèmes avec ça. Voilà. Donc moi, je ne le fais pas en général. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Non. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci Vincent d'avoir exposé ces points de vue et surtout l'intérêt de la collection de références qui est bien documentée. C'est avec plaisir de toute façon qu'on collabore toujours ensemble sur plein de sujets scientifiques. Merci à tous d'y avoir participé. N'hésitez pas, il y a un petit cocktail qui est offert juste après et on se retrouve donc autour d'un verre pour discuter encore de cette thématique. Merci à tous.